Bonsoir, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. Ali Bongo lègue sa part d'héritage à la jeunesse gabonaise. Le président gabonais l'a annoncé lors d'une adresse à la nation. Parmi cet héritage, un des hôtels particuliers à Paris qui fait l'objet d'une enquête de Bien Malaki. Au Nigeria, 150 personnes sont mortes noyées en tentant de fuir les terroristes de Boko Haram dans l'état de Yobe. Nous en parlerons avec notre correspondant à Lagos, Moïse Gomis. Et nous reviendrons d'ailleurs sur la stratégie de Boko Haram de détruire les réseaux de communication sur les zones attaquées. Et puis l'Afrique du Sud a changé ses règles d'attribution de visas touristiques. Il faut désormais déposer sa demande en personne, ce qui pose problème quand il n'y a pas de représentation sud-africaine dans votre ville ou pays. Des complications qui ont un impact sur le tourisme aux grandes dames des tours opérateurs. Voici donc une annonce qui en a surpris plus d'un. Ali Bongo lègue toute sa part d'héritage qu'il tient de son père, Omar Bongo, à la jeunesse gabonaise. Cette annonce, il l'a faite lors d'un discours prononcé à l'occasion de la fête nationale lundi. Problème, une partie de cet héritage entre dans le cadre de l'enquête sur les biens mal acquis. Nicolas Germain et Karim Akiki. 2 hôtels particuliers à Paris, dans les très chics 7e et 8e arrondissements. Ali Bongo les cède contre un franc symbolique à l'État gabonais. Ils seront affectés désormais à un usage diplomatique et culturel. Et une propriété familiale située à Libreville servira à l'implantation d'une université. Et ce n'est pas tout. J'ai décidé que ma part d'héritage sera partagée avec toute la jeunesse gabonaise. Cela veut concrètement dire que tous les revenus tirés de ma part d'héritage, qui me revient, seront versés à une fondation pour la jeunesse et l'éducation. L'annonce intervient alors que depuis 7 ans, 2 juges parisiens travaillent sur le dossier dit des biens mal acquis. Ils enquêtent sur le très important patrimoine, notamment immobilier, de 3 anciens présidents africains, dont Omar Bongo. Pour le porte-parole de la présidence gabonaise, la décision d'Ali Bongo pourrait changer la donne. En tout état de cause, si tant que ça a été mal acquis, c'est que ça appartiendrait donc à l'État gabonais. Et le chef de l'État gabonais décide de céder cela à l'État gabonais. Le problème devrait être clos à ce niveau. À 1 an de la présidentielle, l'avocat de Transparency International France, très impliqué dans le dossier des biens mal acquis, reste lui sceptique. Cette déclaration, facialement, peut être considérée comme un premier geste. Néanmoins, il faut rester extrêmement prudent. Il y a un calendrier politique au Gabon que chacun connaît. Il y a un calendrier judiciaire en France. Il y a une procédure qui avance et qui est susceptible d'aboutir à un certain nombre de mises en cause de personnes très proches du président gabonais actuel. La succession d'Omar Bongo, mort en 2009, compte 53 héritiers déclarés. Pendant plus de 40 ans, le père d'Ali Bongo a dirigé le Gabon et accumulé une grande richesse. La valeur des actifs identifiés dépasse plusieurs centaines de millions d'euros. Encore de lourdes pertes. Au Nigeria, 150 personnes sont mortes noyées ou ont été abattues alors qu'elles fuyaient leur village aux mains de la secte islamiste dans l'état de Yobe. Les faits se sont déroulés jeudi dernier, mais nous n'avons eu connaissance que ce mardi, car les terroristes avaient détruit les réseaux téléphoniques. Les précisions à Lagos de Moïse Gomis. Koukoua Gari, le village qui est à 50 km de Damaturu, la capitale de l'état du Yobe, était complètement isolé du monde ce jeudi dernier quand les terroristes de Boko Haram ont envahi le village avec leurs camions, avec leurs motos, avec leurs véhicules et ont donc pu, à huis clos, attaquer cette population qui était sans défense, des femmes, des enfants, comme vous l'avez dit, et des gens qui ont paniqué, qui se sont jetés pour certains dans les rivières pour éviter les balles, et beaucoup de gens qui ont été fauchés. Alors Boko Haram, qui est dans une stratégie de guerre asymétrique complète, on rappelle que depuis plusieurs mois, la secte subit les assauts concertés et coordonnés des armées tchadiennes, camerounaises, nigériennes et nigérianes, et donc Boko Haram, les hommes de Aboubacar Shekau ont décidé de revenir à ce qu'ils faisaient il y a quelques mois, il y a quelques années, à savoir s'attaquer aux populations civiles. Et donc là, cette attaque qu'on a su qu'aujourd'hui, cet après-midi, avec les premiers témoignages qui sont arrivés dans la capitale de l'état du Yobe, montre la difficulté auquel va être confrontée la force conjointe multinationale qui va devoir faire face à des attaques qui peuvent surgir de partout et de nulle part.
Au Mali, l'ONU est déployée autour de la ville de Kidal, dans le nord du pays. Décision prise après la reprise des hostilités entre milices pro-gouvernement et rebelles touaregs dans la région donc de Kidal, à Anéfis plus précisément. Des affrontements qui ont fait une quinzaine de morts ce lundi. On passe maintenant à la situation politique en Guinée-Bissau et le pays n'a toujours pas de Premier ministre. Le chef de l'État, José Mario Vaz, a démis Domingos Simoes Pereira de ses fonctions la semaine dernière, ce qui a provoqué la colère des milliers de Bissau-Guinéens. Ils manifestaient lundi pour demander la reconduction du ministre limogé. Pour en parler, nous sommes en direct avec le correspondant RFI à Bissau, Alain Hierro Mbello. Dites-nous, Alain, pourquoi le président met-il autant de temps à se décider ? D'abord, deux choses. Il fallait qu'il contacte le parti concerné, qui est le PAIGC, qui est également sa famille politique. Il faut dire que le PAIGC n'était pas dans de bonnes conditions, car les responsables politiques du parti ne considéraient pas qu'il y avait une crise aussi grave pour que le président de la République se serve de l'article 68 de la Constitution, qui dit qu'en cas de crise politique grave, le président peut donc dissoudre le gouvernement. Alors, il ne s'attendait pas à cela. Et tard dans la soirée du mercredi dernier, quand la nouvelle était tombée, tout le monde était un peu pris de court et il y avait un peu de panique, si bien que quand le parti avait été saisi officiellement par le président pour lui proposer le nom du futur Premier ministre, la direction du parti n'était pas dans des conditions idéales de le faire. Leur proposition n'a été déposée que vendredi, en fin de journée, et il n'y avait personne dans le cabinet du président de la République pour recevoir justement la correspondance. Ce matin, ils étaient venus à la charge en déposant encore la proposition portant le nom du Premier ministre déchu, Domingos Simoes Pereira. Cela aussi, ils ont tenu compte de la popularité dont jouit ce Premier ministre, et cela a été démontré lors de meetings géants hier devant le palais et qui est à peu près à un jet de cailloux de la permanence du PAIGC. Mais Alain, très rapidement, est-ce que justement Domingos Simoes Pereira pourrait retrouver son poste comme le demande la rue ? Cela va être assez difficile puisque le président de la République lui-même était monté au créneau la semaine dernière pour parler d'une crise de confiance entre les deux hommes. Donc les deux hommes ne s'entendaient pas sur la gestion du pays. Et cela a duré, cela fait à peu près plusieurs mois qu'il y a cette situation latente que personne n'a vu venir et que personne n'a tenté de résoudre. Aujourd'hui, comme cette crise, elle a pour origine plusieurs choses. Le président en a cité 12 points. Les principaux sont liés surtout justement à la corruption au sein du gouvernement. Il a parlé de népotisme, il a parlé de détournement de fonds publics. Autant de mots qui aujourd'hui sont difficiles à vérifier, mais qui servent comme cheval de bataille au président de la République pour se défaire de ce Premier ministre qui est devenu très populaire et qui gêne même l'image du président de la République. Merci Alain Hierro Mbello, vous étiez donc en direct de Bissau. Un mot de politique également au Niger, où l'opposition souhaite faire bloc contre le président Mahamadou Issoufou. Les partis politiques de l'opposition, les syndicats et des membres de la société civile ont créé le Front patriotique républicain. Ils veulent éviter, je cite, un passage en force du président aux prochaines élections. En Afrique du Sud, de nouvelles règles sur les visas ont été mises en place, mais l'entrée en vigueur de ces mesures a porté un coup à l'industrie touristique, une des plus importantes du continent. Les précisions de Barbara Lundou. Grâce à la diversité et à la richesse de ses paysages, l'Afrique du Sud est devenue une destination très prisée des touristes. Mais depuis peu, un nouveau régime de visa pénalise le tourisme et les visiteurs doivent désormais déposer en personne leur demande de visa. Cela pose notamment problème dans les villes n'ayant pas de représentation diplomatique sud-africaine. Pour les professionnels du secteur touristique, ces mesures ont un impact drastique sur le tourisme. Il n'y a pas que la baisse du nombre de touristes qui nous préoccupe. Il y a aussi le manque à gagner des touristes qui envisageaient de venir au Cap, mais qui renoncent face aux nouvelles exigences administratives et optent pour d'autres destinations. Dans la très touristique ville du Cap, les commerçants locaux se disent aussi affectés par cette nouvelle régulation. Saboussi Aka dirige un restaurant aux abords de Cape Town. Il peine désormais à trouver des clients.
Nous comptons beaucoup sur les gros tours opérateurs. Et pour être honnête, depuis, nous n'avons pas eu une seule réservation. Cette nouvelle régulation des visas touche également les touristes du continent, très nombreux à venir en Afrique du Sud. En décembre dernier, près de 700 000 d'entre eux ont séjourné dans le pays. Pour la branche africaine du tour opérateur Thomson, le tourisme africain est un nouveau marché très lucratif. L'Afrique représente un potentiel touristique immense pour l'Afrique du Sud. Et pour un Kenyan, un Nigérian ou pour un Ougandais, etc. Pour tous ces pays, il est très difficile d'obtenir un visa. Les professionnels du tourisme espèrent que cette nouvelle règle des visas n'impactera pas durablement le secteur qui a connu une forte croissance depuis la fin de l'apartheid. L'industrie touristique représente aujourd'hui près de 10% du PIB du pays. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Tout de suite, l'info continue sur France 24. Billet retour à Gaza. 8 juillet 2014, bande de Gaza. L'opération militaire israélienne Bordure protectrice débute. Une guerre de plus de 50 jours. 2500 morts, des milliers de blessés, des centaines de milliers de déplacés. Après des semaines de bombardements, Gaza est un champ de ruines. Les habitations qui n'ont pas été réduites en poussière menacent de s'effondrer à tout instant. À l'intérieur de l'enclave, le système D est devenu la règle. France 24 revient sur cette guerre sans vainqueur, au bilan tragique pour la population de Gaza. Billet retour à Gaza, un document inédit à découvrir sur France 24 et France24.com.